Dans cette vidéo, édition spéciale sur l'effet de levier tue, oui il tue véritablement et plus particulièrement sur le plan psychologique. Alors je vais faire dans un premier temps et comme chaque semaine le débriefing hebdomadaire des marchés. Cette fois-ci ce sera une version flash accélérée par rapport à d'habitude parce que il ne s'est pas forcément passé grand chose. Je vais quand même vous faire le point en quelques secondes. Mais surtout dans cette vidéo, je vais vous parler donc de cet effet de levier et de l'effet psychologique. Pourquoi j'en parle dans cette vidéo? Tout simplement parce que cette semaine, j'ai parlé et j'ai fait le suivi, comme à chaque fois sur IVT, d'une position que j'ai prise. Alors la position que j'ai prise, c'est sur l'euro-dollar et la fameuse zone de vente entre 1,1750 et 1,18. Pourquoi est-ce que je parle justement de cette position? Eh bien parce qu'il y a beaucoup qui se sont fait avoir par leur effet de levier et ça a impacté de manière très importante leur psychologie et pour certains ont fait n'importe quoi. Donc dans cette vidéo, j'aimerais parler justement de l'effet de levier et justement la concrétiser, la matérialiser par rapport à la position que j'ai prise et le suivi parce que entre le moment où j'ai pris la position, j'en ai fait le suivi et où la position a été sécurisée, dans la semaine, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de volatilité et vous allez voir que si l'effet de levier est utilisé, même, et je vais en parler justement au début de cette vidéo, il y a eu justement des réglementations et des nouveautés vis-à-vis de l'ESMA, vous le savez très certainement, l'effet de levier maximal a été réduit notamment pour les particuliers. Malgré ça, vous allez voir que l'effet de levier, ça peut véritablement entraîner des dérapages psychologiques et même de faire l'inverse de ce que vous aviez anticipé, de ce que vous aviez prévu de faire une fois être en position. Allez, à tout de suite. Alors cette semaine, finalement, sur les indices, ça a été quand même très dispersé. Vous avez eu dans un premier temps le CAC qui a tenté de passer au-dessus de cette fameuse zone de résistance qui correspondait au plus haut du mois de juin, également à deux reprises au plus haut de la fin du mois de juillet, début août. Et vous avez eu qu'on a littéralement échoué quasiment au point près sur cette zone de résistance 5550. On a eu derrière en fin de semaine et vendredi plus particulièrement une séance de fort repli, que ce soit d'ailleurs sur le CAC, on va le voir juste après sur les autres indices, au-dessous de cette zone des 5460. On n'a pas réussi véritablement à passer en dessous. Donc là, on est finalement statu quo. Les bullish ont marqué un point avec justement la sortie de cette petite phase de stabilisation qu'on avait eu ici horizontale sur le CAC entre 5005 et 5460. Faux signal. Derrière, on tente de repasser finalement en dessous de la précédente phase de consolidation horizontale. Donc, balle au centre. Les bullish ont eu marqué un point. Les bearish ont également marqué un point en passant légèrement en dessous. Et finalement, on revient au même point qu'en début de semaine. Donc, on verra bien évidemment la semaine prochaine si enfin le marché arrive à trouver des catalyseurs permettant de justifier soit l'inscription de nouveau plus haut au-dessus des 5550 ou au contraire qu'on passe en dessous des 5460 points. Donc voici, je vous donne justement les deux bornes que je vais surveiller plus particulièrement sur le CAC. Vous savez que je suis plutôt un opérateur de swing trading, c'est-à-dire d'essayer de prendre des tendances en daily. Pour le moment, payer en dessous de cette zone de résistance et anticiper qu'elle va céder. Je n'en sais rien, n'ayant pas de boule de cristal, je ne peux pas anticiper ceci. J'estime qu'on est, en tout cas en termes de timing d'intervention, plutôt autour d'une zone de vente. J'avais une zone de vente autour de cette zone des 5600-5590. Elle n'a pas été atteinte, tant pis. Concernant l'indice allemand DAX, qui sous-performe, je le rappelle, l'indice CAC 40, c'est-à-dire que quand il monte moins vite que le CAC, et lorsque le CAC baisse, le DAX baisse beaucoup plus rapidement. Et vous voyez justement qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien l'indice DAX, lui, est dans une tendance baissière daily, matérialisée par un canal descendant tracé en orange ici. Et vous voyez qu'on a la moyenne mobile à 50 jours et la bande de Bollinger supérieure ici, qui peuvent justement indiquer et matérialiser le fait qu'on est sur une résistance en tendance baissière, donc que les ventes sont privilégiées. La zone des 12004 légèrement passé en dessous, au-dessus, pardon. On n'a pas réussi justement à passer au-dessus, on a échoué, on est revenu sur la MM20.
Maintenant, on est toujours en tendance baissière. Est-ce que le DAX ira plus bas la semaine prochaine? Si effectivement le DAX repasse sous les 12 200 points, on risque effectivement d'aller très très vite sur les plus bas récents, les plus bas du mois de septembre, les plus bas de mars-avril. Donc ce sont finalement les plus bas annuels. Et si je dézoome un petit peu, c'est pour ça que c'est un niveau quand même très très important. Vous voyez ici, alors tout le monde l'a vu, la fameuse ETE, donc épaule, tête, épaule. La ligne de coup est à 11 009. Si on passe effectivement sous 11 009, on risque d'aller au-delà de très grandes déconvenues avec une très forte probablement accélération baissière. Alors le DAX ne va pas décrocher tout seul de 10-15%, bien évidemment, même si vous le savez, je vous le répète, les indices ne sont pas corrélés. On a vu que le CAC, lui, a tenté de passer ses plus hauts, le DAX n'est absolument pas passé ses plus hauts. Vous avez vu que le DAX est passé sous ses plus bas, le CAC, non. Donc attention quand même justement à cette fameuse corrélation entre les indices, mais bien évidemment, le DAX ne va pas baisser tout seul de 5, 10, voire plus, 10%, voire plus, si les autres indices ne décrochent pas également. Donc concernant ensuite les autres indices, alors vous voyez que la décorrélation est quand même totale. Regardez ici l'indice Nikkei, donc l'indice japonais, lui continue de monter en crabe légèrement jour après jour. Alors il n'y a pas véritablement d'accélération et de flux haussier digne de ce nom, mais il a atteint des nouveaux records annuels vendredi, donc il y a 2 jours sur l'indice Nikkei. Donc il poursuit sa route, absolument aucun signal de retournement maintenant. Mais est-ce que c'est le bon timing pour acheter maintenant? C'est quand même relativement compliqué. Alors là, encore une fois, il vaut mieux privilégier les stratégies intraday pour se placer dans le sens de la tendance. Ensuite, on passe de l'autre côté de l'Atlantique, sur les indices américains. L'indice Dow Jones, finalement, s'est replié plus ou moins tout au long de la semaine. En fin de semaine, tentative d'accélération baissière. Et si j'essaye de zoomer, vous allez voir ici qu'on a une bougie, ici, des plus bas par rapport aux plus bas justement qui ont été faits depuis le début de la semaine, en tout cas la bougie de vendredi. Et finalement, les US tiennent, l'indice Dow Jones a tenu. Alors le SP500, on est dans le même cas. Le SP500, lui, vous voyez, hein, je vous avais déjà évoqué justement le fameux biseau ascendant sur le SP500 en daily. Tant qu'on ne passe pas en dessous et qu'on n'arrive pas à rompre et à casser cette zone support des 2900 points sur l'indice SP500, toujours en tendance haussière très très forte, absolument aucun signal de retournement baissier. Si vous voyez ici une zone rouge, c'est tout simplement une zone de vente que j'attends depuis quand même pas mal de temps pour des stratégies baissières, si bien évidemment on y va. Je ne suis absolument pas, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, à la recherche du point haut sur l'indice SP500. J'essaye simplement d'exploiter les mouvements. Comme je vous l'ai dit, dans la zone de cours actuelle et depuis la semaine dernière, pour moi, autour de cette zone des 2930 points, pour moi, ce n'est pas un timing d'achat intéressant pour du swing trading. Pas d'accélération haussière malgré le fait que des plus hauts historiques aient été enregistrés. Ensuite, sur l'indice Nasdaq, et vous voyez que justement le Nasdaq, lui, est dans une configuration tout autre, c'est-à-dire que là, on est tout simplement toujours dans une tendance haussière. Alors une petite tendance haussière qui a donné, alors pas des prémices de retournement, mais des signaux un petit peu de faiblesse. Mais vous voyez ici que on est passé sous cette oblique et malgré ça, l'indice Nasdaq tient. Il n'est pas passé sous les 7390. Tant qu'il ne passe pas en dessous de cette zone des 7390, toujours en tendance haussière. Phase de conso horizontale. Et vous savez, phase de conso horizontale ici, plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente. Après, est-ce que c'est intéressant de payer ici encore une swing? Bien évidemment, c'est à vous de faire votre choix. Mon choix, c'est tout simplement de rester à l'écart pour le moment. Et enfin, sur le dollar américain et plus particulièrement l'euro-dollar, je passe tout de suite à l'euro-dollar. Pourquoi? Parce que ça va être justement l'actif, j'allais dire en tout cas la paire du Forex qui va m'intéresser pour vous parler justement de l'effet de levier juste après, parce que d'un point de vue psychologique, c'est vraiment très très important. Alors l'euro-dollar, c'est celui qui a décroché. Pourquoi est-ce qu'il a décroché? Parce qu'on attendait le FOMC cette semaine. Qu'est-ce que le FOMC a annoncé? Rien du tout. Tout ce qui était attendu en fait a été évoqué. Et le marché a un petit peu eu le sentiment que la Fed avait enlevé de ces termes, on va dire, de ces phrases, de ces mots, le terme accommodant. Donc le marché s'est dit, ok, donc la Fed ne va plus être accommodante, mais en même temps, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais
le marché justement est en train de pricer ça. Donc quelle est la conséquence? On enlève le terme accommodant. La devise en question, c'est-à-dire le billet vert, donc le dollar américain, remonte. Et donc le dollar américain, le dollar US remonte, l'euro-dollar baisse, tout simplement. Après, quelle est la position justement que j'ai prise sur l'euro-dollar? Et on va le voir tout de suite justement avec la deuxième partie sur l'effet psychologique d'une position si vous utilisez l'effet de levier. Alors déjà, dans une logique de transparence, vous savez hein, maintenant que tous les lundis matins, je dévoile mon carnet de bord, mon plan de trading de la semaine, ce qui me permet justement d'avoir tous mes fils conducteurs, d'avoir mes zones identifiées, etc. Alors après, bien évidemment, je peux les ajuster, mais là, en l'occurrence, ma stratégie sur l'euro-dollar, vous l'avez en haut à droite de ce slide sur l'euro-dollar le 17 septembre, 6h30 du matin. J'envoie mon carnet de bord de trading et vous voyez que mon plan sur l'euro-dollar est le suivant. Je place un OC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un OC, c'est un ordre en carnet, c'est tout simplement je place ma position, tout simplement, soit je suis déclenché, soit je ne le suis pas, mais je place mon ordre avant d'avoir un signal. Et ce n'est pas un ordre au marché que j'envoie à un instant T. Donc je me place avant, tout simplement, encore une fois, pour celles et ceux qui souhaitent me suivre et qui n'ont pas forcément le temps, la journée, d'être forcément devant l'écran, d'attendre une zone, d'attendre un signal, etc. etc. Donc, on va dire que c'est une façon de me suivre de manière un peu plus cool que si on attend justement des signaux dans des zones d'intervention bien définies. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que 17 septembre, donc ça date un petit peu, vente 1,1750. Alors bien évidemment, ma position, comme vous le savez si vous suivez l'euro-dollar, a été déclenchée. Et lorsqu'elle est déclenchée, je prends la position dans mon portefeuille pour en faire le suivi avec tous les membres VIP d'IVT, même les autres, puisque cette position, je l'ai montré à tout le monde sur l'essentiel des réseaux sociaux, si vous souhaitez et si vous me suivez justement sur ces réseaux sociaux. Donc vous voyez, vente au marché, 1,1750. Je mets un stop, bien évidemment, stop de protection 1,1850 à 100 pips, d'accord. Je mets mon stop de protection au cours d'entrée si on atteint 1,1715. Et enfin, mon objectif, 1,1550. Donc cette position finalement a été déclenchée. Vous avez mon plan de trading. Au moment où la position se déclenche, j'envoie une notification donc sur le téléphone. Vous recevez tout ça. 20 septembre, 16h29, la position, je l'envoie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où ça devient très important. C'est que à partir de la prise de position, c'est-à-dire le 20 septembre jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et vous savez que le 26 septembre, et je le marque justement dans cette notification ici, il y a le FOMC. Le FOMC, il peut y avoir des surprises, il peut ne pas y en avoir. En l'occurrence, je ne vais pas dire que j'étais persuadé, mais le marché n'attendait pas grand-chose. On ne s'attendait pas à ce que la Fed annonce finalement remonter ses taux 3 fois d'ici la fin de l'année. On ne s'attendait pas à ce que la Fed annonce finalement on relance le QE. Donc j'exagère exprès, mais voilà, les chiffres de l'inflation étaient ce qu'ils étaient. On en a suffisamment parlé ensemble dans cette vidéo, dans cette chaîne, pour ne pas en reparler encore une fois. Donc à ce moment-là, vous avez deux options. Vous avez les FOMC, vous savez qu'il peut y avoir de la volatilité. Soit vous dites, bon, je coupe, j'ai pas envie de prendre le risque d'être en position et de me prendre un stop pour rien. Deuxième option, vous dites, je tiens le plan jusqu'au bout, je connais mon risque, d'accord? Et donc, je suis le plan parce que le plan, c'était celui s'était déjà mis en place et en tête depuis quasiment 2 semaines. Donc, c'est pas maintenant qu'on est en position qu'on va se retourner le cerveau pour finalement annuler notre plan et repartir de zéro. Un plan est un plan, on a réfléchi en amont, on a fait l'analyse, on a pris beaucoup de temps à analyser, etc., etc. Au moment où on y arrive, on doit cliquer sur le bouton. Donc, ça, c'est la partie prise de position. Alors maintenant, la question, une fois qu'on sait ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va trader, où est-ce qu'on va être vendeur, quel est l'actif qu'on sélectionne, etc., etc. Maintenant, la question, c'est, OK, je vais rentrer en position. Je vous ai dit en introduction, il y a eu l'ESMA, vous savez très certainement, je ne vais pas en reparler, mais très brièvement, en gros, vous avez votre effet de levier qui a été réduit, en tout cas pour les particuliers. Si vous êtes professionnel, c'est-à-dire si vous avez un solde sur votre compte supérieur à 500 000 euros ou que vous avez tradé tout au long de cette année et que vous êtes un professionnel des marchés et que en tout cas vous certifiez que vous avez travaillé dans l'industrie
depuis au moins un an, vous êtes professionnel et donc vous avez finalement les mêmes conditions qu'avant. Donc si vous êtes particulier, vous subissez entre guillemets cette baisse de l'effet de levier qui est passée chez certains brokers donc de 500. Alors la majorité proposait des effets de levier 300 voire plus, jusqu'à 500. Maintenant les effets de levier avec cette règle depuis le 1er août au maximum, depuis le 1er août, l'effet de levier sur le Forex, si vous êtes encore une fois particulier, est limité à 30, les indices à 20, sur les matières premières à 10, sur les actions 5 et sur les cryptos 2. Si vous êtes pro, l'effet de levier reste entre 300 et 500, bref, au maximum de ce que le broker propose. Peu importe. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas là pour discuter de ça ou pas. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? J'estime que chacun prend ses responsabilités. Vous savez que si vous prenez un effet de levier monstrueux, au-delà de 10, au-delà de 15, au-delà de 100, et encore pire, au-delà de 300, vous savez que en peut-être même quelques secondes, votre compte il peut être cramé. Donc ça, vous en avez déjà soit entendu parler à droite, à gauche, soit ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Chacun après est responsable, chacun fait comme il le souhaite. Là, j'aimerais vous évoquer l'effet de levier d'une manière différente. Parce que on dit toujours, oui, l'effet de levier, vous risquez, si vous prenez 3 stops dans la figure, ou si vous ne mettez pas stop, vous allez cramer votre compte beaucoup plus rapidement que si vous n'utilisez pas de l'effet de levier. Ok, très bien, super. Mais est-ce qu'il y a finalement d'autres conséquences à utiliser l'effet de levier? Et cette semaine, il y en a potentiellement eu une, et justement par rapport à la position que je vous ai expliquée avant. C'est pour ça que je vous ai expliqué la position avant. Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris cette position vendeuse sur l'euro-dollar, je vous l'ai déjà expliqué sur YouTube avant que la position elle soit déclenchée. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez zapper et je vous donne directement la minute où je parle justement de cette position sur l'euro-dollar. Pourquoi j'attends un 17,50, un 18 pour prendre une position vendeuse. Je ne suis pas là pour vous expliquer pourquoi et de se féliciter de que la position est finalement s'est bien déroulée et que finalement on a quasiment pris 200 points derrière. C'est absolument pas ça l'objectif. L'objectif c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce que l'effet de levier peut vous tuer, et c'est le premier volet d'une série de vidéos que j'aimerais évoquer avec vous d'un point de vue psychologique. Tout simplement parce que lorsque, et là je vais faire défiler au même moment que je parle justement de ce qui s'est passé, vous voyez que là je suis revenu à avant le 20 septembre, d'accord, la journée du 20 septembre, et que la position s'est déclenchée. Donc là maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pendant que la position évolue, vous voyez ici ça évolue, on est short ici, je suis vendeur à 1,1750. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si vous utilisez l'effet de levier? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu dans la position que j'ai prise, j'ai mis un stop à 1,1850. Quand vous êtes en effet de levier important, qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez proche de votre stop? Lorsque vous voyez cette phase de consolidation, lorsque vous voyez que l'eurodoll baisse, et finalement vous êtes en train de perdre 50, 60, quasiment 70 points, à ce moment-là, vous avez deux options. Première option, vous dites, bon, je suis en effet de levier max, si je me fais stopper, de toute façon l'euro-dollar c'est encore une position pourrie que j'ai prise, mon plan il n'est pas bon, finalement je vais me faire stopper, donc plutôt que d'attendre mon stop, je suis trop en stress parce que je suis devant les écrans, j'ai mon capital qui est en train de fondre, je perds un quart, un tiers, voire la moitié de mon capital là sur ce trade, je suis en stress complet, je me suis positionné en 5 minutes, je regarde l'écran, ça baisse pas, je coupe ma position, je perds de l'argent sur cette position, et finalement, quelle est la conclusion de tout ça? C'est que j'ai pas respecté mon plan parce que mon stop, mon niveau d'invalidation, il était à la base là-haut à 1,1850. Ça, c'est la première option. Deuxième option, vous êtes en levier max et vous vous dites à ce moment-là, bon, c'est pas grave, j'ai pris la position, tant pis, j'ai pas envie de regarder, je perds trop d'argent, de toute façon, soit je prends mon stop et j'arrête le trading, j'exagère légèrement, ou alors, eh ben, j'attends et j'espère que ça va bien se passer, on verra bien, etc. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous dites, si vous perdez trop d'argent à ce moment-là et que vous êtes en stress, qu'est-ce qui se passe au moment, ici c'est la ligne rouge où j'ai vendu, qu'est-ce qui va se passer au moment où j'arrive à nouveau à mon prix d'entrée sur la position initiale et que je perdais trop d'argent? Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites à votre avis?
et très certainement peut-être vous l'avez déjà fait, si vous utilisez l'effet de levier, en tout cas très certainement, et bien bien évidemment, si vous êtes à moins 3000 euros sur votre compte et que vous étiez en stress maximal là, vous retrouvez votre prix d'entrée, premier réflexe, vous coupez votre position au cours d'entrée. Alors, très bien parce que vous finalement, vous n'avez pas perdu d'argent. Par contre, sur le point psychologique, c'est absolument nul. Pourquoi? Parce que est-ce que vous respectez votre plan? Est-ce que vous avez réagi à chaud? Parce que votre compte, est-ce que vous avez raisonné en euros par rapport à votre compte parce que votre position était trop importante? Ou est-ce que c'est parce que vous coupez la position, parce que vous dites, bon, finalement, mon plan vendeur, il n'est pas bon, il a été invalidé, ou il est en train d'invalider, ou parce qu'il va y avoir un facteur qui va faire que mon plan va forcément être invalidé? Est-ce que j'ai plus de chances finalement d'être perdant sur ma position que d'être gagnant? Me concernant, en tout cas à ce moment-là, j'ai envoyé justement la notification en disant, bien évidemment, vous faites comme vous souhaitez. Soit vous êtes en stress maximal, vous coupez votre position à vos FOMC, ou alors vous savez quel est le risque que vous prenez en conservant votre position à 17,50 et on clôture finalement, on clôturera la position en perte, certes, mais ça sera l'invalidation du plan à 1,1850. Encore une fois, si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que j'étais vendeur, pourquoi est-ce que mon niveau d'invalidation, etc., le lien est dans la description de cette vidéo, ici. Donc, on continue. Et vous voyez, à ce moment-là, soit vous êtes dans la catégorie de ceux qui ont coupé la position et vous dites « Ouf, tant mieux, c'est en train de remonter, c'est en train de remonter ». Soit vous êtes dans la catégorie effectivement de ceux qui étaient complètement en stress, où vous avez coupé là-haut. Et là, à ce moment-là, alors vous coupez tous les écrans et heureusement, parce qu'effectivement derrière, sinon vous allez faire n'importe quoi dans tous les sens. Vous allez dire, finalement, je retourne ma veste et je me dis finalement ça va monter, je suis en train de réanalyser le truc, etc., etc. Je reprends une position à l'achat. Donc ça peut être véritablement catastrophique parce que là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous voyez l'évolution de la position qui est toujours un petit peu finalement au cours d'entrée. Donc là, vous avez tous ceux qui ont stressé ici. Soit vous avez coupé ici par manque de patience et donc vous êtes revenu à votre cours d'entrée. Ou alors, encore une fois, vous êtes fait avoir là-haut. Et on continue, on continue, on continue. Et là, à ce moment-là, vous avez encore une mèche ici liée au FOMC qui avait eu lieu justement mercredi soir, où là, vous avez encore une mèche sur la zone des 18. Et si vous avez fait n'importe quoi avant, très certainement, peut-être vous avez fait n'importe quoi ici. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe pour toutes celles et ceux, comme moi, n'utilisons pas l'effet de levier, que nous savons quel est le risque que nous prenons à chaque fois que nous prenons une position et nous attendons tout simplement l'invalidation du plan, c'est-à-dire le déclenchement du stop. Alors, rien n'empêche, bien évidemment, au fur et à mesure de l'évolution de la position, d'ajuster son stop de protection, de le baisser, de le remonter légèrement, etc. en fonction des conditions de marché. Bien évidemment, rien ne pouvait nous empêcher, et ça aurait pu être tout à fait logique de se dire « Ok, on a fait une mèche ici, deux mèches, 3, 4, je mets mon stop, au lieu de le mettre à un 18,50, je le mets à un 18,25. Bon, mon plan est mon plan. Je n'ai pas envie d'envoyer 15 000 opérations dans la semaine, puisque le but c'est de faire du swing, de respecter le plan. Je respecte le plan, je respecte mon stop, je respecte ma prise de position. On va continuer. Et vous voyez que qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et bien finalement, vous avez le plan qui se valide. Alors, tant mieux, parce que c'est un trade qui a marché. On n'est pas là pour parler encore une fois de ce trade qui a été gagnant et de se féliciter absolument pas. Mais j'espère en tout cas qu'avec cette vidéo, vous avez compris que l'effet de levier, ça peut être vraiment mortel sur le plan psychologique et ça peut véritablement vous torturer l'esprit alors que finalement, votre plan à la base était bon et entre les deux, soit vous êtes placé sur des unités de temps 5 minutes. Alors là, en plus, j'étais en données horaires, mais il y en a beaucoup. Si vous utilisez l'effet de levier au moment où vous prenez la position, vous restez devant votre écran comme ça à regarder est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe mal et de voir finalement vos euros défiler. Mais finalement, si vous savez quel est le risque que vous prenez et que vous savez que vous ne risquez pas un tiers, un quart, même 5% ou 10% de votre capital sur cette position, il n'y a aucun stress à avoir. Vous avez un plan, vous l'avez déterminé. Alors, soit il marche, soit il ne marche pas. En l'occurrence, il a fonctionné. Mais c'était véritablement pour vous expliquer que dans ces moments-là, l'effet de levier peut être véritablement très mortel sur le plan psychologique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas et vous a apporté quelques notions peut-être que vous
prenez pas forcément pourquoi ça marche pas parce que vous utilisez l'effet de levier. Vous devez bien évidemment prendre vos responsabilités, mais surtout sur le plan psychologique, faites bien attention à l'influence que ça a finalement sur votre trading, qui à la base peut être vraiment très très bon, mais l'effet de levier finalement peut vous contraindre à faire n'importe quoi. Un grand merci pour vos likes de plus en plus nombreux et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à la chaîne. Donc un grand merci à vous et pour être au courant de la publication de ma prochaine vidéo sur cette chaîne, eh bien vous cliquez tout simplement sur s'abonner en bas à droite sur la chaîne YouTube. Un grand merci à vous et je vous souhaite un très agréable week-end. Bye bye.